Et si nous parlions d'agriculture, et plus précisément d'agriculture dans le Puy-de-Dôme, tel est le but de ce format inédit que nous vous proposons aujourd'hui avec la rédaction du Summer Hebdo et pour lequel nous avons le plaisir de recevoir ici à Joz, en plein cœur de la Limagne, sur l'exploitation de Philippe et Pierre Blateron, le président du département du Puy-de-Dôme, Lionel Chauvin. L'occasion pour nous de balayer avec lui, en cette période particulièrement difficile pour le monde agricole, de la politique menée en la matière par le département du Puy-de-Dôme. Monsieur le Président, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation dans ce bel endroit, au cœur de la Limagne. Vous êtes très concerné, ce n'est un secret pour personne, par la situation de l'agriculture. D'où vous vient cette proximité avec le monde agricole? Écoutez, je crois que dans votre entourage ou dans mon entourage, personne ne va nier qu'il a un grand-père, une grand-mère qui était dans le secteur agricole ou un arrière-grand-père. Pour ma part, c'était effectivement les grands-parents et les oncles et tantes. Donc j'ai été élevé dans une exploitation agricole de 13 hectares. Donc, vous voyez un peu de quoi je veux parler, c'est de la polyculture. Il fallait effectivement avoir de tout et surtout, il y a toujours eu de quoi manger sur la table. Je crois que c'était essentiel. Je crois que sur le milieu agricole, c'est le reflet de notre agriculture française. Aujourd'hui, les exploitations de 13 hectares, il y en a très peu, ou s'il y en a, c'est plutôt dans la partie viticole ou avec des fortes valeurs ajoutées. Aujourd'hui, on est plutôt sur des exploitations de 80-85 hectares dans le département du Puy-de-Dôme. Puis je crois que le regard de l'agriculture, aujourd'hui, le département du Puy-de-Dôme comme la France, nous sommes tous nés par l'agriculture. Il faut être clair. Je crois que ça, c'est important de le rappeler, même si on vit de temps en temps un peu urbain. Quel bonheur d'aller à l'extérieur, 8 jours en vacances, et on va où? On va chercher le bon air, soit effectivement sur un territoire un peu plus lointain, même si on va à la mer, on est quand même sur un terrain entre guillemets agricole. Voilà, donc je crois que c'est important de pouvoir le rappeler. On est issus tous du milieu agricole, d'où on doit préserver et surtout on doit amplifier notre agriculture française. Laurent Wauquiez, dernièrement, s'est exprimé de manière assez tranchée par rapport au Mercosur. Qu'en est-il de votre côté? Alors moi, je rappellerai déjà avant tout que dans le département du Puy-de-Dôme, c'est 85% de notre territoire qui est terre agricole. 50% en agriculture, 35% en sylviculture. Dire que le Mercosur, vous m'avez déjà entendu le dire, c'est non au Mercosur, dans les conditions aujourd'hui telles qu'elles sont. Après, j'oserais dire, le département du Puy-de-Dôme a anticipé depuis des années. Depuis plus de 10 ans, on a la plateforme agri-locale, aujourd'hui sur la partie restauration collective. Quand les collègues disent non au Mercosur, plus d'alimentation, plus de viande de l'extérieur dans le département du Puy-de-Dôme, on l'a amplifié. Et donc, depuis effectivement un certain nombre d'années, je suis également coprésident de la plateforme agri-locale nationale. Eh bien, dans les cantines du département du Puy-de-Dôme, collégiens, 56 collèges, aujourd'hui, la viande vient de grande proximité. Voilà, donc je crois que c'est important de le rappeler. Et puis, je n'ai rien, moi, contre les importations, parce qu'on a aussi besoin d'exporter. La seule chose, c'est qu'il faut que ce qu'on importe soit de la même qualité, avec les mêmes valeurs que ce qu'on doit produire et ce qu'on nous impose en production ici. Voilà. Donc, ce n'est pas un non au Mercosur total. On a besoin d'exporter pour la richesse de nos exploitations agricoles. Là aussi, on a de l'export important. Mais l'importation, par contre, a une seule condition, c'est que les normes soient respectées de la même manière qu'on nous les impose en Europe et en France. Monsieur Blateron, vous êtes concerné par cette question. Quelle est votre position par rapport à ça? Oui, bien sûr qu'on est concerné totalement. Après, moi, je bois les paroles du président parce que je suis exactement dans la même dynamique. Ce n'est pas un non au Mercosur catégorique. On a besoin d'exporter et notamment quand nous-mêmes sur l'exploitation, on est producteurs aussi de semences. Ou si demain on n'exporte plus nos semences, voilà, quid de l'avenir de ces productions-là en Limagne. Et puis après, de rappeler encore une fois, si ce n'est de... Ok, on veut bien avoir des produits 40, mais avec les mêmes normes que chez nous. Il n'y a pas de raison que nous, aujourd'hui, vous voyez, ici sur l'exploitation, on peut parler de bien-être animal, de tout ce que vous voulez. Eh ben, il faut qu'on se batte avec les mêmes armes. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc voilà, par rapport au Mercosur, je pense que je peux qu'appuyer les propos du président. Le monde agricole subit de plein fouet une succession de crises sanitaires. Vous avez d'ailleurs eu l'occasion de vous exprimer sur la gestion de la DNC. Comment réagir face au désarroi des agriculteurs? Alors, vous savez, vous êtes ici dans une exploitation agricole, chez la famille Blateron, c'est de la génétique. Avant toute chose, je pense toujours à nos éleveurs, c'est toute une vie, c'est toute une génétique. Et donc c'est une filiation. Et je crois que, avant de parler effectivement DNC, c'est de se dire quel désarroi
on peut avoir quand on sait qu'on va devoir faire abattre son troupeau. Voilà. Donc après, il y a effectivement la formule radicale de dire, c'est jamais agréable, de dire, eh bien, il faut abattre son troupeau pour éviter la propagation. Personnellement, malheureusement, je l'ai vécu dans ma famille avec la brucellose en 1975. Mes grands-parents ont perdu tout leur cheptel et mon grand-père était malade également. Voilà, donc j'en ai encore des frissons. Effectivement, on a perdu et ça résonne encore en moi. J'étais gamin, mais dans ma famille, ça résonne toujours. Et donc je me mets toujours à la place, effectivement, de l'agriculteur. Après, je crois que ce qui est important aussi de se dire, c'est quels tests on peut mettre en œuvre. D'ailleurs, j'ai interpellé la ministre à ce sujet-là, en disant, mais comment on peut éviter? Alors l'éviter, c'est avoir conscience qu'on doit travailler en collectif, c'est-à-dire que c'est l'éleveur, oui, mais c'est effectivement ceux qui sont des rabatteurs ou ceux qui transportent, ou les petits éleveurs également. Parce que si on se met effectivement une zone définie, on peut arriver à faire des tests sur une zone définie, à une seule condition, c'est qu'il n'y ait pas de transfert de bêtes. Parce que vous savez, la mouche, elle ne fait pas 100 km. Voilà. Donc je crois que c'est là justement où il faudrait que tout le monde prenne conscience. Et je pense qu'on devrait peut-être pouvoir y arriver. On va voir au printemps, j'ose espérer que la maladie n'accroît pas et qu'on soit plutôt en stabilité, voire en récession totale. C'est tout ce qu'on peut espérer. Mais si effectivement on a, pour l'instant le département du Puy-de-Dôme n'a pas été touché, mais on est prêt à y travailler. Puis je crois qu'il y a le soutien psychologique de l'agriculteur. Ce n'est pas qu'un problème d'argent, c'est aussi le soutien psychologique. Et puis ensuite derrière, le soutien également de l'État sur le financement. On l'a vu sur les Alpes, sur la Haute-Savoie, sur la Savoie, ça a été financé rapidement, mais c'est la bête qui est financée. Quid de la perte de la valeur? Voilà, j'appelle ça la valeur, on anticipe la valeur. Tout simplement, c'est qu'une bête, effectivement, elle va avoir un prix X aujourd'hui, et toute la génétique, comment on finance la perte d'exploitation? Voilà, et sur combien d'années? Je crois que c'est ces réponses-là que les éleveurs ont aussi besoin. Je pense qu'il faut qu'ils soient effectivement aidés, à la fois psychologiquement, financièrement, et puis surtout de la considération également de nos populations sur ce sujet. M. Blateron, sur ce sujet. La DNC, fort heureusement, le département est épargné pour le moment. On peut espérer, on a eu un hiver qui ressemble à peu près à un hiver, donc est-ce que ça va nous aider? On le souhaite. Après, je pense que pour rebondir, le fait de l'indemnisation, abattre un troupeau aujourd'hui, c'est un crève-cœur. Aujourd'hui, ce qu'on a fait là, c'est la génération d'avant qui l'a commencé. Donc une génération ne suffit pas pour créer un troupeau, même si aujourd'hui on a des méthodes sur la génétique qui vont plus vite, il n'empêche que ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Donc les indemnisations, bien sûr qu'il les faut, sauf que tout le travail qui a été fait, celui-là, il n'a pas de valeur. Il n'a pas de valeur intrinsèque marchande, si vous voulez, à l'instant T. Donc tout ça, c'est perdu. Et on ne refait pas un troupeau en 5 minutes. C'est pas vrai. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est important qu'on ait un moyen de détection, d'autant plus qu'on sait que la viande, elle n'est pas impropre à la consommation. Donc à l'époque où on vit, ça paraît quand même un petit peu quand même grotesque de tout abattre quand on a des bêtes qui ont une valeur marchande et qui peuvent être, du point de vue alimentaire, consommées. Donc voilà, il faut que tout le monde prenne ses précautions. Il faut que chacun dans son coin en soit vigilant. Nous-mêmes, pour aller sur quelques concours d'animaux gras, aujourd'hui la question est clairement posée et nous aujourd'hui c'est tranché, on n'ira pas. Parce qu'on ne va pas faire prendre le risque à notre troupeau. Et j'incrimine pas les gens qui viennent exposer, qu'ils amènent quelque chose, mais je crois que ça a été justement dit, la mouche, elle ne s'arrête pas à la frontière de la commune, hein, c'est pas vrai. Alors c'est une des conséquences directes de la DNC. Il n'y aura pas de bovins au salon de l'agriculture, c'est officiel. Il y a certains des présidents de conseils départementaux qui se sont exprimés là-dessus en disant qu'ils ne seraient pas présents. Qu'en est-il pour le Puy-de-Dôme? Alors, le département du Puy-de-Dôme, moi je ne juge pas voilà, la décision prise de mes collègues d'autres départements. Le département du Puy-de-Dôme, aujourd'hui, alors nous, on ne va pas directement, entre guillemets, au salon de l'agriculture. On va dans une rue, dans le 11e arrondissement, mettre en valeur les produits de nos agriculteurs. Voilà. Donc c'est un peu différent. Après, je pense que c'est important la relation, vous savez, consommateur, éleveur, production. C'est important qu'on puisse l'avoir. Et surtout, si on veut effectivement avoir une considération de notre agriculture à Paris, parce qu'en l'occurrence c'est à Paris, au niveau international, pour moi c'est important d'y être, au moins physiquement. Vous savez, on l'a vécu ici au sommet de l'élevage, la plus grande ferme européenne. On n'a pas eu non plus nos bovins. Effectivement, ça a été difficile.
je me mets toujours à la place des éleveurs et de la filière, et de nos filières. C'est compliqué de ne pas venir exposer sa plus belle qualité de viande, et qu'on va en plus soit à l'export, soit ici au niveau national. Je trouve que c'est un crève-cœur, comme l'a dit tout à l'heure M. Blatéron. Mais je crois qu'aujourd'hui, en responsabilité, c'est aussi de pouvoir partager, échanger, et justement expliquer les difficultés que rencontrent nos agriculteurs dans leur exploitation, pour moi, à nos Parisiens. Voilà. Puis bon, vous connaissez notre lien, les Auvergnats de Paris. Voilà, c'était aussi important qu'on puisse continuer à avoir ce petit lien. Donc on sera effectivement rue de Sedaine, à Paris, avec nos éleveurs du département du Puy-de-Dôme, qui sont bien à la fois éleveurs, à la fois transformateurs de nos plus beaux produits. Vous pouvez nous rappeler la date de cette manifestation? Le 1er mars, voilà. Le conseil départemental est fortement engagé auprès du monde agricole. Vous avez évoqué AgriLocal tout à l'heure. Il y a également les contrats de filière. Pour nos auditeurs et nos lecteurs, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces initiatives menées par le département du Puy-de-Dôme? Alors écoutez, on a repris la politique agricole depuis 2021, on l'a remise à plat avec les agriculteurs. Voilà, quand je suis arrivé, j'ai dit bon, faisons un point de ce qui existait, voilà, et comment on peut arriver à renforcer le soutien de notre politique agricole directement dans l'exploitation agricole. Et donc j'avais réuni 8 agriculteurs, voilà, de toute génération. Une première réunion, une deuxième réunion où j'aurais dit vous cooptez 2 autres personnes de votre choix. Voilà, je n'ai pas de regard, qui est-ce que vous allez faire venir. Et on a fait un certain nombre de, quand je dis de réunions de fiches, par rapport à nos fiches effectivement pas d'indemnisation, de subvention, pardon, sur les différents critères. Et donc j'ai expliqué que je voulais vraiment travailler sur la filière. Parce que les filières, c'est effectivement, à la fois ça réunit l'excellence, et surtout ça donne un cap. Voilà. Et donc on est parti effectivement sur les différentes filières, filière bovine, filière ovine, filière caprine, filière porc, filière ail, si on va après sur la partie des légumineuses. Voilà, c'est important qu'on puisse aller sur ces schémas-là. Après, quelles sont les aides, par exemple? Ici, on a nos jeunes. Un jeune qui s'installe, eh bien, va avoir une aide en trésorerie. Première aide. Ça peut aider, effectivement, à se lancer. Ensuite, ça peut être des aides. Eh bien, on a besoin de s'installer. On a besoin eh bien, d'une pirouette, comme on dit. D'investir dans une pirouette. Voilà. Pour un peu plus... nos collègues qui font un peu de foin ici, ils ont besoin d'une pirouette. Ben, on va aller financer une partie de la pirouette. Voilà. Donc tout ça, c'est des aides à l'installation ou des aides, entre guillemets, matérielles. Après, on a plein de types d'aides, selon les fiches, sur lesquelles, ben, effectivement, le département, c'est 60 millions d'euros, le budget sur l'ensemble du mandat, qui va directement, je le dis, dans la poche de l'agriculteur pour l'excellence et surtout pour améliorer et accélérer leur rentabilité. Je vais rebondir, parce que la question devait arriver après, mais je vais rebondir sur la question de la transmission et de l'installation des jeunes. Nous avons le cas ici, avec Pierre qui a appelé donc à prendre la succession de son père. Vous avez parlé, donc le département accompagne. De votre côté, quelles sont les choses que vous pouvez attendre d'une collectivité comme le département? Et puis plus globalement, est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de transmettre son exploitation? Alors compliqué, oui, ça peut l'être si on ne prépare pas les choses en amont. Je pense que ça c'est important, et c'est important pour l'ensemble du monde agricole, mais aussi de toutes les successions qui sont possibles dans n'importe quel métier, je le pense. Je ne connais pas les autres sur le bout des doigts, mais donc on le prépare. Pierre, lui, s'est installé, ça fait 4 ans maintenant. Voilà, donc on l'a intégré au sein de l'exploitation. Il a profité aussi des aides que pouvait lui apporter le département, au moins dans les premiers instants de l'installation, parce que c'est les plus compliqués. Bon, aujourd'hui, il faut transmettre. Je fais partie d'une génération où on est beaucoup à partir et où il y a très peu de jeunes. Donc il faut essayer de les mettre dans les conditions les plus favorables possibles. Mais tout ça, encore une fois, ça se prépare. Après, rien n'est simple, rien n'est facile. Aujourd'hui, on a des outils qui sont là, qui sont présents avec une vraie réalité économique. Et la difficulté aujourd'hui, on a besoin peut-être là aussi que des services de l'État ou dans les successions, les transmissions, la fiscalité soit un petit peu plus adaptée à ce qu'on a besoin de faire. Pierre, une réaction par rapport à vos difficultés ou à vos questionnements sur l'avenir? Oui, pour la transmission, c'est vrai qu'on est aidé une grande partie, mais après, ce qui est compliqué, c'est qu'on a des règles aujourd'hui qui datent de 50 ans, qui n'ont pas évolué. Et donc, c'est compliqué pour pouvoir reprendre des outils qui ont plutôt tendance à grandir et à s'étendre. Donc aujourd'hui, ça complique les choses et
pour un travail qui a été réalisé toute une vie par une personne avant nous, c'est compliqué pour reprendre la suite. Et après, des inquiétudes pour la suite, c'est surtout qu'on n'a aucune visibilité de ce qui va se passer par la suite. On ne sait pas du tout dans quelle direction on va, et on voit que plus haut que nous, en l'espace de 2 jours, ils peuvent tout changer. Nous, aujourd'hui, sur une exploitation, on en est incapable. Il faut au moins 7 ans pour faire déplacer quelque chose. Donc on ne peut pas suivre les grands coups de vent qu'ils peuvent mettre au sein de l'État. Le département s'est saisi de la question des abattoirs, avec notamment celui d'Issoire qui a été remis sur les rails. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Ma première réaction, c'est, vous savez, il y a le 1er décembre 2023, quand je suis allé visiter effectivement les établissements à Issoire, on parle toujours d'alimentation et de cycle court. Mais sommes-nous prêts à toujours faire le pas? Bon, c'est un pari. Quand je dis c'est un pari qui est gagnant ou pas, mais c'est un véritable pari, mais c'est sur de la proximité. C'est un outil de transformation, d'abattage et de transformation en très local. Voilà, soit 656 000, 660 000 habitants dans le département du Puy-de-Dôme. Il y avait un petit abattoir public, effectivement, à Ambert, et on allait perdre cet abattoir privé. Donc c'est là où on l'a constitué, effectivement, avec une reprise en abattoir public-privé. Après, vous savez, vous êtes dans une exploitation ici, quelle fierté d'être ici. Famille Blatteron, pourquoi je vous dis ça? C'est un bel exemple. Là, vous avez des bêtes, eh bien, certaines bêtes viennent à l'abattoir, vont chez un boucher. Voilà. Je sais que la filière est bien en place. Voilà. Le boucher, voilà. Le boucher, c'est un hasard, hein, c'est vraiment, j'ai pas fait exprès du tout. Non. Mais effectivement, la bête part d'ici, va au pôle viande, le bien-être animal est bien respecté, j'insiste, nos agents, nos salariés également, voilà, dans la bouverie, c'est bien respecté, ils sont pris en charge avec l'amour de la bête qu'on lui doit. Voilà, je le dis toujours. C'est vraiment cette expression-là. Et ensuite, derrière, elle est sur l'étal du boucher, sur la place. Mais quelle fierté, effectivement, d'être en grande proximité. Après, effectivement, les bêtes, on parlait tout à l'heure d'agri-local, les collèges, l'alimentation, c'est de la grande proximité. Ce pôle viande, cet abattoir, aujourd'hui, qui fait du multi-espèces, eh bien, on abat autant du caprin, du bovin, de l'ovin et du porc. Prenons par exemple le caprin, une filière que je n'avais pas forcément cernée. J'étais un peu surpris, on nous a fait des demandes, eh bien, d'amener, oui, de la chèvre de réforme, et ensuite du chevreau lourd. Il n'y a pas de filière de chevreau lourd. Comme on dit, les filles, elles font un peu de lait. Hein. Voilà, les chèvres font du lait, du fromage qu'on retrouve sur le marché du samedi ou du dimanche ou du vendredi. Et puis, bah, effectivement, eh bien, les garçons, eh bien, ils passent à la boucherie. Il y en a une vraie filière aujourd'hui qui s'est créée avec Cabriole 63, où il y a une vraie filière entre le fromage et la viande. Ben, ça, c'est l'exemple du pôle viande. On n'aurait pas créé le pôle viande, on n'aurait effectivement pas ce type d'abattage. Alors effectivement, ce n'est pas ce qui fait la rentabilité et le volume. Hein. Le volume, c'est bien évidemment le veau, le bovin, et ensuite le porc et l'ovin. Mais aujourd'hui, on tue effectivement les bêtes. Ils viennent à l'abattoir en proximité. Ils ne font pas 500 km pour venir, 500 km pour revenir avec la carcasse. Ils sont en direct, c'est l'exploitant agricole qui peut amener sa bête s'il souhaite faire de l'abattage qu'on appelle familial, ou nos producteurs du coin, ou nos transformateurs du coin qui amènent effectivement 30, 40, 50 cochons que vous retrouverez après en saucisson sur la table de nos Puy-de-Dômoises et Puy-de-Dômois. La filière betteravière puy-de-dômoise a dû faire face à la fermeture de l'usine Bourdon. Avez-vous participé aux réflexions concernant le développement de cultures palliatives? Alors oui, quand effectivement Bourdon a fermé, là aussi ça a été un choc. Parce qu'il y avait des centaines d'hectares qui étaient produites en betteraves sucrières. Un choc aussi, parce que le sucre était chez nous, voilà, Cristal Union. Et donc quand ça a fermé, inévitablement, on s'est tous posé la question. Le département, comme la région, comme l'ensemble des élus locaux, voilà, parce que dans les élus locaux, eh bien, c'est aussi la terre agricole dont on peut parler tous les jours dans les communes. Eh bien, c'est là où on s'est questionné, mais on avait besoin de ces bassins. Et encore, il a fallu qu'on bataille pour conserver ces bassins d'irrigation. Voilà. Donc ces bassins, effectivement, on s'est arrangé, on a trouvé un terrain d'entente entre, effectivement, l'ASA, Limagne-Noire, et puis la métropole, le département et la région, pour effectivement le cofinancer, pour ensuite pouvoir continuer à irriguer les terres de Limagne sur ces secteurs-là. Voilà. Et c'est en plus, c'est de l'eau de c'est de la réutilisation. Donc on est vraiment dans le sens, effectivement, très vertueux. Et je crois que c'était important de pouvoir... Mais
je n'ai pas répondu à votre question. Betterave, après, diversification. Là aussi, eh bien, il y a eu des questionnements de fait. La betterave, c'est aussi une technique de travail de la terre un peu différent. Tiens, je vais vous parler de l'ail, par exemple. Culture d'ail, 1 hectare d'ail. 1 hectare d'ail, c'est 30 000 € de recettes et de revenus, grosso modo. Donc c'est de la valeur ajoutée. Alors effectivement, c'est pas de la betterave, c'est de l'ail. Donc ce qui fait que la filière ail de Billon, ou l'ail rose de Billon, je vais y arriver, eh bien, avec également une entreprise qui est un peu plus au sud à Issoire, Rochasse, qui fait de la déshydratation. Bah, tiens, eh bien, on a mis en lien l'industrie avec le secteur agricole. Eh bien, aujourd'hui, certains agriculteurs produisent de l'ail, de Billon ou pas de Billon, mais de l'ail d'Auvergne, qui peut être déshydraté ou pas. Donc on peut retrouver aussi un certain nombre de bons fromages, voilà, où on a aussi des éleveurs qui font la transformation. Il s'appelle comment ce fromage? Le Gaperon. Là, on a du Saint-Nectaire, mais le Maringois, là aussi avec de l'ail frais, voilà, épluché, en gros 500 kg par an, donc c'est quand même une belle production. Donc là, voilà, donc c'est de la diversification. Ils sont toujours chercher une diversification. Et je sais que les agriculteurs, on sait le trouver, à la fois avec la Chambre d'agriculture et avec l'ensemble des partenaires. 2026 est l'année du pastoralisme. Qu'en est-il dans le département et en particulier dans la chaîne des puits? Parce qu'on sait qu'il y a des troupeaux et des bergers du coup, qui pâturent pour l'entretien des puits. Alors qu'en est-il dans notre département? Alors je commencerai par vous dire quelles sont les plus belles prairies du centre de la France, du Massif central. C'est les nôtres. Voilà, c'est les nôtres. C'est les nôtres. Voilà, donc effectivement, il y a la chaîne des puits qui va plus loin, c'est nos 80 volcans avec le Cantal. On va mettre un peu la Corrèze sur une certaine partie, la Creuse aussi. Voilà, donc le pastoralisme, effectivement, c'est ce qui fait la richesse de nos territoires. Vous savez, on parle de volcans. Si vous parlez de volcans, c'est que vous arrivez encore à les voir. Si vous arrivez à les voir, c'est parce que vous avez de l'activité humaine. Donc ce n'est pas sous cloche, activité humaine, donc pastoralisme. Que ce soit de l'ovin ou du bovin, sur l'ensemble de la chaîne comme sur l'ensemble de nos massifs, c'est important qu'on puisse continuer à le développer. Puis comme je vous disais, au niveau herbagé, c'est les plus belles. Pourquoi je vous dis ça? Là, vous avez du Saint-Nectaire. Si on a un AOP Saint-Nectaire, c'est parce qu'on a de la qualité. Si on a la fourme d'Ambert, c'est parce que c'est de la qualité. Donc il y a aussi bien, la richesse de nos terres qui sont importantes et qu'on doit pouvoir continuer à développer. Après, la difficulté qu'on a et qu'on rencontre sur la chaîne des puits, c'est effectivement, il faut arriver à faire comprendre et concilier le sportif, les trailers par exemple, les promeneurs, les visiteurs du dimanche, de la métropole éventuellement, et puis nos touristes. Bien là, il faut aussi expliquer que le petit mouton qui est dans le champ, il ne faut pas l'effaroucher. S'il y a un chien, ce qu'on appelle un patou, qui garde le troupeau, on n'est pas là pour aller prendre des petites photos non plus. Lui, il est au travail. Nous, où les gens sont éventuellement en promenade. Donc respectons ceux qui travaillent. Une question en lien direct avec la précédente, elle concerne la présence du loup, de plus en plus suspecté dans nos contrées. Comment aider les éleveurs pour se protéger des prédations et envisagez-vous d'y participer, si ce n'est déjà le cas? Alors, oui, comment pouvons-nous être les bras ballants? Oui, on pourrait avoir les bras ballants, mais on est plutôt actifs. Et je crois qu'auprès de nos éleveurs, c'est important d'être à leur côté. Alors, on sait bien que le loup passe, mais est peut-être aussi chez nous, en ce moment. Pas se leurrer. On a eu 2-3 attaques certainement il y a quelques semaines sur différents secteurs, on va dire Combrailles et Sancy. On sait qu'il passait avant plutôt sur la Creuse, Corrèze, Cantal, et on sait ici il est peut-être en train de s'installer. Je crois qu'aujourd'hui il y a tout le travail à la fois du parc régional des volcans d'Auvergne et du parc livradois, sur lequel on doit travailler également avec les éleveurs. Inévitablement sur un travail également de concertation, mais pas que de concertation. C'est-à-dire qu'il y a des zones, on n'est pas forcément, quand on est agriculteur, spécialiste également du loup. Moi non plus. Hein, voilà. Par contre, il y a des zones qui sont plus ou moins qui peuvent plus ou moins privilégier pour l'installation du loup. Donc c'est là aussi, il faut cartographier pour se dire attention, là il peut peut-être être là. Quel système on peut mettre en place? Donc c'est oui, ça peut être du grillage. Oui, c'est du patou. Voilà, c'est des zones de défense en réalité. Et donc c'est effectivement tout ce travail que le parc est en train de mettre en œuvre avec les éleveurs. Et donc on parlera encore plus de ce phénomène-là en 2026 avec le pastoralisme, avec ce qu'on va pouvoir vivre aussi au sommet de l'élevage. Ça fera partie des discussions.
Et je crois qu'il faut respecter à la fois le travail de l'éleveur, d'où la difficulté, là aussi, tout à l'heure on parlait du problème de maladie, là on parle de la prédation. La prédation, c'est aussi un risque fort aujourd'hui chez nous, donc il va falloir qu'on y travaille. Et puis après, pourquoi pas des tirs de défense plus importants. Je suis très franc, pourquoi pas des tirs de défense plus importants, et qu'on laisse la liberté aussi à l'agriculteur. Les agriculteurs ne sont pas des fous, ils sont là pour préserver leur espace déjà de vie, et donc leur troupeau. Donc c'est à se dire à un moment, il faut arriver, et je sais que Madame la préfète aujourd'hui de région est dans ce sens-là en train d'essayer de trouver des solutions pour qu'on puisse être de façon raisonnable, être également défendu. Alors un peu de perspective, comment imaginez-vous l'agriculture dans 20 ou 30 ans, sachant qu'il y a des enjeux notamment liés au climat, réchauffement climatique et à la gestion de la ressource en eau? Comment selon vous, maintenant est-il possible de commencer à organiser les choses dans ce sens-là? Alors moi je la vois de façon très positive, parce que vous imaginez bien, si j'allais vous dire que ça allait être très négatif, notre jeune qui s'est installé depuis 4 ans va dire mais je suis fou. Non, je crois que oui, il y a un changement climatique, ça on ne peut pas le nier, voilà. Après il y a un changement de pratique aussi, voilà, également. Un changement d'attente également sociétale. C'est pour ça que tout à l'heure on parlait un peu du Mercosur, des produits qui arrivent chez nous. Mais s'il y a des produits qui arrivent chez nous, il faut aussi qu'on soit conscient qu'on soit capable de produire chez nous. Vous voyez, le cercle vertueux qui peut me stresser un peu de temps en temps, en me disant on préfère le voir chez les autres et pas à côté de chez soi. Voilà. Alors qu'on en a besoin chez soi pour le mettre dans notre assiette. Donc ces sujets-là sont des vrais sujets de société sur lesquels il faut aussi que le consommateur prenne bien conscience, pas uniquement au moment du Covid, qu'on a besoin de l'agriculteur qui est à côté. C'est tous les jours. Voilà, donc je pense que c'est important. Moi, l'agriculture aujourd'hui, elle est raisonnée, je le dis, à la fois sur l'irrigation, je prends le cas sur les terres de la Limagne, c'est de façon raisonnée. Voilà. Ça a changé aussi, les méthodes ont changé aussi les agriculteurs. Ils ont aussi pris conscience que la ressource était en diminution et que c'était de l'or, et qu'avant tout, il fallait déjà en avoir au robinet pour ensuite pouvoir arroser nos terres. Mais si on n'arrose pas nos terres, on n'aura rien dans l'assiette non plus. Donc il faut arriver à trouver un équilibre. Voilà. Et après, je crois qu'aujourd'hui, la partie de l'espèce humaine est suffisamment, on va dire, intelligente, j'ose espérer, pour qu'on puisse continuer à travailler et surtout qu'on puisse continuer à faire irriguer nos exploitations et qu'on puisse continuer à avoir de l'outil de proximité pour avoir de la consommation de proximité. Voilà. C'est pas gagné, mais je crois que sociétalement parlant, c'est vous aussi les journalistes à relayer les messages. Je crois que c'est important. C'est pas le tout de dire une fois par semaine on va manger un steak, on va manger un morceau de Saint-Nectaire. Les autres produits de la semaine, ils viennent d'où? Quand on va voir papy-mamie à l'EHPAD, qu'est-ce qu'ils mangent? Quand on est à l'hôpital, qu'est-ce qu'on mange? L'armée à côté, pour nous, le 92e régiment d'infanterie, j'ai la fierté de savoir qu'ils sont sur la plateforme agri-locale. Nos militaires mangent des bons produits de chez nous. Voilà. Et je crois que c'est toute cette démarche-là qu'il faut qu'on continue à avoir pour qu'effectivement, eh bien, les valeurs ajoutées, parce qu'il n'y a pas de mystère, hein. C'est un métier d'être agriculteur. Donc un métier, il est là pour gagner sa vie. Si effectivement, il ne gagne pas sa vie, il n'aura pas le métier. Donc, je pense que c'est important de pouvoir défendre la valeur ajoutée de nos exploitations. Soyons consommateurs alors. Et donc, soyons consommateurs local, même si on ne peut pas tout avoir en local. Vous savez, je peux rebondir sur le débat, dans les cantines scolaires, on voudrait du 100% local. C'est pas possible. Déjà, soyons à 70, 60, 65, 70% de local. Le riz, éventuellement, on va l'avoir d'un peu du sud de la France, d'accord ? Il y a un certain nombre de produits que de toute manière, on ne peut pas avoir aujourd'hui, ou qu'on ne peut plus avoir. Donc, soyons raisonnables, revenons à la réalité et faisons consommer le bassin local à 65% dans nos cantines. Pour être local, une dernière question, Monsieur le Président. Pardon. La viticulture connaît un véritable renouveau dans notre département. Peut-elle encore se développer avec une nouvelle génération de vignerons, même si se posent là aussi des problématiques d'acquisition de parcelles, visiblement? Alors là, c'est peut-être parce que vous sentez, j'ai les deux pieds sur terre et les deux mains sur le cep. En ce moment, oui, tout à fait, parce que je suis en train de tailler. Donc, vous voyez, la taille est en cours. Je crois qu'il faut regarder d'où on vient. Nous étions effectivement le plus grand territoire viticole national, avant le phylloxéra. Et donc on a tous connu effectivement la maladie et la perte de, on va dire de foncier et surtout de terres agricoles en vignoble. Depuis quelques années, il ne vous a pas échappé que le consommateur, il aime le très local, mais surtout l'identité. Je crois que l'identité du vin d'Auvergne
vins volcaniques. Il n'y a plus la preuve à faire, c'est que vous en trouvez un petit peu partout au niveau national aujourd'hui, effectivement sur les plus grandes tables. Mais surtout la consommation locale aussi. Moi j'insiste surtout, si on veut continuer à avoir de la vigne dans le département du Puy-de-Dôme, il faudrait aussi que on va dire la partie restauration, nos restaurants du département et sur la carte automatiquement du vin d'Auvergne. Je crois que ça sera déjà le premier geste de proximité. Et après, pour revenir à la question que vous m'avez posée au départ, territoire d'avenir, petite production, de qualité, grâce, je le dis haut et fort, grâce en partie aux œnologues, depuis une vingtaine d'années, voire 20-25 ans. Je n'oublie pas, même s'il ne faut pas le dire, la cave Saint-Verny, où c'est l'imagrin à la base, de la recherche et du développement. Et aujourd'hui, si on a des bouteilles qui peuvent être vendues 10 à 14 euros, c'est parce qu'il y a eu un travail en amont de qualité, voilà, inévitablement. Donc aujourd'hui, je crois que ce n'est plus à prouver, le vin d'Auvergne pourra continuer à être développé. Après, on a du parcellaire petit, mais on est encore en recherche foncière. Et le département participe effectivement sur la partie foncière au développement de la vigne et de la viticulture, tout comme on pourra pouvoir parler bientôt d'arboriculture. Je crois que c'est important qu'on puisse effectivement avoir du parcellaire suffisamment grand pour avoir des îlots de 1, 2, 3, 4 hectares, sachant qu'avant on avait plutôt des petits îlots, mais c'était historique aussi. Vous savez, à Michelin, chez Michelin, on était ouvrier chez Michelin et éventuellement on avait un petit morceau de terre sur les coteaux et on mettait quelques cèpes. Ça vient aussi de nos familles plutôt issues du Portugal qui avaient l'habitude d'avoir leur petit vin de consommation locale. Donc je pense que là aujourd'hui, il y a une vraie dynamique avec la filière viticole et je crois qu'on leur fait confiance. On fait confiance à l'ensemble de nos agriculteurs vignerons qui vont développer notre vignoble du département du Puy-de-Dôme. Un peu plus peut-être sur les hauts. On cherche toujours des petits ans, un petit zef comme on dit, de fraîcheur pour mettre les meilleurs coteaux. Monsieur le Président, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions, d'avoir balayé un petit peu tous ces sujets importants pour le département et puis pour la France en général. Messieurs, merci de votre accueil. Merci à vous. Et puis bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Merci.